Bonjour mes élèves de 3e, nous voici ensemble pour poursuivre notre cours sur les micro-organismes et plus particulièrement les défenses de notre corps pour les combattre. Donc je retourne sur le magnifique site de Madame Dussert, je suis dans le thème 3 qu'on voit ici et à présent j'ai terminé les grands A, j'ai terminé le grand B, les micro-organismes et l'infection, j'ai terminé le grand C, limiter la contamination et l'infection et je vais parler du grand D, les défenses immunitaires rapides. Donc sur une nouvelle page, rien à droite, rien à gauche, on va écrire à droite notre grand D, les défenses immunitaires rapides. Il faut savoir que le corps humain possède des cellules de défense, on dit encore des cellules immunitaires, puisque bien sûr il est capable de se protéger et de lutter tout seul, sans médicaments, sans traitement particulier, sans médecine. Le corps humain est capable de se défendre tout seul contre des micro-organismes pathogènes qui l'attaquent. Et pour cela, il a donc des cellules de défense, des cellules qui sont capables de nous protéger. Ces cellules, ce sont des cellules sanguines, c'est-à-dire des cellules que l'on va pouvoir retrouver généralement dans notre sang. Par exemple, si on prélève une goutte de sang à une personne qui est infectée, c'est-à-dire une personne qui est malade, qui présente des symptômes, qui est en train de se défendre contre des micro-organismes qui sont en train de proliférer dans son corps. Donc si on lui prélève une goutte de sang à cette personne et qu'ensuite cette goutte de sang, on la regarde au microscope, eh bien on va s'apercevoir à l'intérieur d'une goutte de sang, donc là, une goutte de sang qu'on étale et qu'on observe au microscope, c'est ce qu'on appelle un frottis sanguin. Dans ce frottis, je vais trouver plusieurs éléments. Tout d'abord, je vais trouver un liquide. Alors là, ce liquide, il est transparent parce qu'il est essentiellement constitué d'eau et de molécules mais incolores, donc on a l'impression qu'il est transparent. C'est ce qu'on appelle le plasma. Dans le sang, le liquide du sang, c'est le plasma. Il est incolore, transparent. Le sang contient ensuite des cellules rouges qu'on appelle encore les globules rouges ou plus particulièrement on appelle ça les hématies. Donc ici on les voit, les hématies, c'est les cellules les plus abondantes dans le sang. Ces hématies, elles servent à transporter le dioxygène, c'est-à-dire elles vont permettre à nos organes de recevoir du dioxygène qui provient de la respiration bien sûr. Donc ici ce sont tous des globules rouges que l'on voit. Et en plus des globules rouges, chez une personne infectée, on va trouver des cellules. Alors ici, elles apparaissent en violette, toutes ces cellules, mais il faut bien savoir que ce sont des colorants. En réalité, les globules rouges sont rouges naturellement parce qu'ils contiennent à l'intérieur une protéine qu'on appelle l'hémoglobine qui est rouge. Mais les autres cellules sont incolores. Donc on leur a mis un colorant ici et on les voit apparaître en violet. Toutes ces grosses cellules que l'on voit ici, ce sont nos cellules de défense. Les cellules de défense portent un nom. On les appelle, par opposition aux globules rouges, les globules blancs, mais le nom scientifique, c'est les leucocytes. Cyte, ça veut dire cellule. Leuco, ça veut dire pâle. Les cellules pâles, les globules blancs, c'est la même chose. Donc ici, on voit différents leucocytes. Alors, ce ne sont pas tous les mêmes. Si vous observez bien, il y en a certains qui ont un noyau en plusieurs lobes, comme celui-ci, comme celui-là, comme celui-là, en plusieurs lobes. Ça veut dire qu'on a l'impression que ce noyau, il est un petit peu, comment on pourrait dire ça, boursouflé. Donc ça, ceci, c'est ce qu'on appelle notamment des phagocytes. Et comme autres leucocytes, on a ceux qui ont un noyau tout rond, comme ceci. Lui, il a un noyau tout rond aussi. Lui aussi. Donc ceux-ci, ce ne sont pas des phagocytes. Ceux avec un noyau tout rond, c'est ce qu'on appelle des lymphocytes. Donc voici ici, en plus gros, on voit donc le plasma, on voit les globules rouges, les hématies. On voit ici deux globules blancs, deux leucocytes, leucopâles, cytes, cellules, les cellules pâles, les globules blancs. Et là, plus particulièrement avec le noyau, avec plusieurs lobes, ce sont des phagocytes. Si
on regarde une goutte, par exemple, de pus, donc là, ici, vous voyez que la personne s'est blessée. Sur cette blessure, la personne va présenter, au bout de quelques heures, une espèce de liquide un peu jaune, un peu blanc, un peu pâteux, c'est ce qu'on appelle du pus. Si on prélève une goutte de pus et qu'on le regarde au microscope, dans cette goutte, on va pouvoir trouver à la fois des bactéries, donc c'est celles qui auront contaminé la personne, c'est-à-dire que lors de la blessure, elles en auront profité pour entrer, traverser la peau et entrer dans le milieu intérieur, ces bactéries, et puis elles se seront mises à se multiplier, à proliférer, c'est-à-dire à créer une infection. Et là, on voit des cellules de défense, donc les leucocytes, arriver sur le lieu de l'infection pour nous défendre. Donc le pus, en fait, c'est rien d'autre que la preuve que notre organisme est en train de se défendre, puisque finalement, c'est l'endroit même où on va trouver à la fois les bactéries et à la fois nos cellules de combat. Avec ce grand D, il y a une activité, donc si vous cliquez dessus, vous pourrez l'ouvrir, mais je vais vous la mettre aussi en PDF dans Pronote. Alors, c'est parti, ouvrons l'activité. Donc, cette activité, elle s'intitule 3e, thème 3, réaliser un schéma explicatif pour décrire l'inflammation. On va donc parler d'une réaction immunitaire qui s'appelle l'inflammation. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, ce mot apparaît dans notre titre. Ce que l'on sait, des micro-organismes pathogènes peuvent entraîner des infections. Ça, on l'a déjà vu. C'est notamment lorsque les micro-organismes, après nous avoir contaminés, c'est-à-dire après avoir franchi les barrières naturelles de notre corps, vont se mettre à proliférer, c'est-à-dire à se multiplier à l'intérieur de notre organisme. Notre corps est capable de lutter contre ces micro-organismes, je vois qu'il manque un petit S, grâce à son système immunitaire. Ce que l'on cherche à résoudre, comment l'organisme réagit-il face à une infection? Pour cela, on a une mission. À partir des documents 1 à 5, page 411 de notre livre, on va réaliser un schéma explicatif. Un schéma explicatif, c'est un schéma dans lequel des informations vont être synthétiques, c'est-à-dire qu'on va les résumer, et grâce à ce schéma, en un coup d'œil, on va pouvoir comprendre les mécanismes de notre système de défense. Donc, ça va nous permettre de décrire la réaction de défense immédiate de l'organisme. Pour faire ce schéma explicatif, si on s'en sent capable, on peut bien évidemment le faire tout seul, sans suivre les conseils. En revanche, si on ne sait pas trop par quoi commencer, on va pouvoir lire les conseils et grâce à chaque document, on va pouvoir remplir les cases de notre schéma explicatif. Donc ce schéma, il y a déjà son ossature, il y a déjà les cases vides et nous, à l'intérieur, on va pouvoir mettre les indications qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne une réaction immunitaire. Conseil numéro 1. Grâce au document 1 du livre, donc page 411, trouvez et indiquez le nom de la réaction de défense, celle dont on va parler. Donc, on va utiliser notre livre. Le voilà, donc vous, normalement, vous avez votre livre à la maison. Si jamais vous ne l'avez pas, vous savez qu'en allant sur le site de Madame Dussert, lorsque vous allez cliquer dans l'accueil, vous pouvez retrouver votre livre ici. Je zoome. Donc voici le document 1. Ce document 1, vous voyez, il y a 2 photographies. Je lis le titre. 2 exemples de cellules sentinelles. Je vous précise que ce sont de fausses couleurs. Les cellules sentinelles sont présentes dans la peau et les tissus qui recouvrent les cavités de l'organisme, comme la muqueuse de la cavité du nez. Elles sont capables de reconnaître une grande variété de virus et de bactéries. C'est la première étape de l'inflammation. Sur la photographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une première cellule sentinelle. Apparemment, elle a des espèces de prolongements tout le long de sa membrane. Et elle est microscopique, bien sûr, puisqu'on nous met en dessous ici son échelle.
et elle mesure 15 micromètres, c'est-à-dire 15 millionièmes de mètre, ou si on préfère 15 millièmes de millimètre. Et à côté, on voit une autre cellule sentinelle, et à l'intérieur, on voit que cette cellule contient des espèces ici de petits ronds, des espèces de petites poches, c'est ce qu'on appelle des vésicules, et à l'intérieur, il y a une substance qui s'appelle ici l'histamine. On nous dit qu'on va reparler de cette histamine dans le document 2, donc on pourra ici la retrouver. D'ailleurs, on la voit, elle est indiquée là. Pour l'instant, on s'arrête à ce document-là. Grâce au document 1, j'ai donc une information sur les cellules qui vont intervenir dans la réaction de défense. Ce sont les cellules sentinelles qui vont intervenir en premier. Et surtout, j'ai l'information sur le nom de cette réaction de défense, qui est donc l'inflammation. Je vais donc pouvoir écrire cette information immédiatement dans ma fiche d'activité. Ici, nom de la réaction, je vais donc noter l'inflammation. À présent, grâce au lexique, préciser quand et où intervient cette réaction de défense, c'est-à-dire l'inflammation. Je retourne à mon livre. Je précise tout de même qu'à chaque fois, essayez de trouver seules les informations, essayez de réaliser, de compléter seul votre schéma explicatif et ensuite, vous pourrez à nouveau regarder la correction avec moi. Mais ne trichez pas. Donc, je reviens à mon livre. Ici, j'ai le lexique, vocabulaire. Et dessus, j'ai 2 mots, et notamment le mot qui m'intéresse ici, c'est inflammation. Une inflammation, c'est une réaction mise en œuvre rapidement par l'organisme sur le lieu d'une infection. Ça veut dire que c'est une réaction très rapide qui a lieu immédiatement, et c'est une réaction qui a lieu à l'endroit même où les micro-organismes sont en train de se multiplier. Donc, quand je vais pouvoir mettre sur mon schéma explicatif rapidement, ou je vais pouvoir mettre sur le lieu de l'infection. Ensuite, grâce aux documents 1 et 2, notez quelles cellules de défense interviennent en premier. Je retourne donc à mon document 1 et 2. Donc le document 1, on a vu 2 types de cellules sentinelles. On a dit que c'était elles qui étaient présentes au niveau de la peau et des muqueuses et qui surveillaient si des virus ou des bactéries étaient présentes. En dessous, ici, le document 2, je lis son titre, « Quelques substances produites par les cellules sentinelles ayant détecté un virus ou une bactérie pathogène ». Je lis les cellules d'un tableau. Donc, on nous indique que ces cellules sentinelles, en fait, elles ont un nom. On les appelle d'une part les cellules dendritiques et d'autre part les mastocytes. Les cellules dendritiques sécrètent des chimiokines et des interférons. Donc, ce sont des substances chimiques qui ont pour effet soit un effet toxique pour détruire les virus, soit un effet d'attirance pour les phagocytes qui sont aussi des cellules immunitaires et qui vont être, ces phagocytes, présents ensuite sur la zone infectée. Les mastocytes, eux, fabriquent de l'histamine et cette histamine, elle sert à provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont s'élargir et notamment au niveau de leurs parois, il va pouvoir y avoir des interstices qui vont permettre le passage de nos cellules de défense pour aller combattre justement les micro-organismes pathogènes. Ce qui est parfois à l'origine d'un gonflement douloureux. Souvent, quand vous avez une plaie, au niveau de la plaie, il y a un gonflement. Elle est chaude, elle est gonflée, elle est rouge et ça c'est parce que justement les vaisseaux sont dilatés, qu'il y a un petit peu de sang qui s'échappe, ce qui explique la chaleur, la rougeur et le gonflement à la fois. Mais c'est pour la bonne cause. C'est souvent donc des symptômes caractéristiques de cette réaction de défense qu'on appelle l'inflammation. Je reviens donc à ma fiche d'activité. Sur ma fiche d'activité, je vais pouvoir écrire qui intervient en premier. Ce sont les cellules sentinelles. De qui il s'agit? Ce sont soit les cellules dendritiques, c'est celles qu'on a vues en photographie avec les grands prolongements. Donc c'était la première photographie, je vous la remontre rapidement, c'est ceci en fait, les cellules dendritiques, celle-là. Soit en deuxième,
les mastocytes. Donc les mastocytes, c'était ceux qui étaient en photo juste à côté. Grâce aux documents 3 et 4, retrouvez quelles cellules de défense interviennent ensuite. Documents 3 et 4. Donc ici, voici le document 3. Je lis sa légende. Dans une oreille infectée, de nombreux phagocytes circulent dans le sang. Sous l'effet des chimiokines, certains d'entre eux quittent les vaisseaux sanguins et gagnent le lieu de l'infection. Donc là, ici, vous avez un rond, c'est écrit vaisseau sanguin. Alors normalement, un vaisseau sanguin, c'est plutôt un tube, mais en fait, vous voyez, cette fois-ci, ce tube, il a été sectionné de façon transversale. C'est comme si vous imaginez un saucisson, où on fait une tranche de saucisson, en quelque sorte. Donc même si le saucisson est allongé et ressemble à un tube, lorsqu'on le tranche et qu'on regarde une rondelle de saucisson, c'est-à-dire qu'on regarde finalement dans sa transversalité, eh bien, ça va faire un rond. Et ici, vous voyez que on a une cellule qui est en train de sortir du sang qui était contenu ici dans le vaisseau sanguin et qui est en train de se diriger ici, près de cette zone où on voit plein de petites structures rouges, ce sont les bactéries qui sont passées par ici. Donc on voit ici un petit conduit, c'était le conduit de l'oreille. Donc ces phagocytes, ils viennent au contact des micro-organismes pathogènes pour venir les combattre. Et pour cela, ils sont sortis des vaisseaux sanguins. Ça, c'est possible grâce à des substances, les chimiokines, qui ont été libérées par les cellules sentinelles. Donc, qui intervient en deuxième? Les phagocytes. Si vous trouvez que ça va trop vite, si vous avez des difficultés à comprendre, lisez bien les documents, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pauses, à compléter votre fiche d'activité en même temps, à réfléchir tout seul, puis à regarder la réponse. Je poursuis. Grâce aux documents 1 et 2, précisez comment les cellules sentinelles agissent. Donc on les a déjà vus, mais je vous les remets un instant. Document 1, vous voyez en photographie les cellules sentinelles. Ce qui est très intéressant, c'est notamment de voir qu'elles contiennent à l'intérieur des vésicules, des petites poches remplies de substances. Et grâce au document 2, on nous donne des informations sur les substances qu'elles contiennent. Soit ces substances vont être toxiques pour détruire les micro-organismes pathogènes, soit ces substances, au contraire, contiennent des molécules qui vont permettre à d'autres cellules de venir nous défendre en attirant les phagocytes et en provoquant notamment la dilatation des vaisseaux sanguins pour permettre justement à nos phagocytes qui étaient dans le sang de sortir du sang et de venir sur le lieu de l'infection. Donc ici, sur ma fiche d'activité, pour les cellules sentinelles, comment elles interviennent? Eh bien, elles reconnaissent les micro-organismes, les cellules sentinelles, qui sont dans la peau et dans les muqueuses. Elles dilatent les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire qu'elles vont provoquer l'élargissement du vaisseau sanguin. Elles attirent les phagocytes, c'est-à-dire que les phagocytes qui étaient dans le sang vont savoir qu'il y a présence de micro-organismes pathogènes sur le lieu de l'infection et vont aller à la rencontre de ces micro-organismes. Et elles libèrent des substances toxiques, donc elles peuvent aussi fabriquer des substances qui vont détruire les virus. Et enfin, grâce aux documents 4 et 5, précisez comment les phagocytes opèrent. On sait donc que les phagocytes se dirigent sur le lieu de l'infection. Mais on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Donc ici, on en a vu un qui était en train de sortir du vaisseau sanguin et qui se dirige sur le lieu de l'infection. Que fait le phagocyte? Donc ici, document 4, on a une photographie où on voit un phagocyte en jaune. Alors ce sont des fausses couleurs également, entouré de bactéries en orange. Je lis le titre. Phagocyte en train de phagocyter des bactéries. Sa membrane plasmique est capable d'émettre de longs prolongements. Dès qu'une bactérie est touchée, la membrane plasmique se déforme et l'englobe. Donc, tout ce qu'on voit ici avec les prolongements tout cela appartient au phagocyte. C'est sa membrane qui s'étire, qui vient au contact des bactéries, qui les englobe. Juste en dessous, on a justement une représentation schématique, c'est-à-dire un schéma
des étapes de cette réaction. Cette réaction, elle s'appelle la phagocytose. C'est écrit dans le titre. On regarde les étapes ensemble. Donc, étape 1, on voit ici notre phagocyte qui étire sa membrane pour entourer une bactérie. Ça, c'est son noyau. Et à l'intérieur, le phagocyte possède des petites poches dans lesquelles il a des substances chimiques. Et ici, ce sont des enzymes. Les enzymes, ça doit vous rappeler quelque chose. On en avait parlé en 5e. Nous possédons des enzymes, par exemple, au niveau de notre estomac. Ces enzymes, elles servent à découper les aliments pour en faire des nutriments. Donc, elles sont capables, en fait, de couper des molécules. Eh bien, nos cellules, ici, les phagocytes, possèdent aussi des enzymes à l'intérieur de leurs cellules dans des petites poches qu'elles vont pouvoir déverser sur les micro-organismes. Et ces enzymes vont cette fois-ci pas couper des aliments, mais vont couper les micro-organismes en petits morceaux, tout simplement pour les détruire. Donc on regarde la suite du schéma. Donc, ici, on voit que le phagocyte enrobe avec sa membrane la bactérie. On voit ensuite que la bactérie est coincée dans une petite poche à l'intérieur du phagocyte. On voit que le phagocyte va venir verser le contenu de ces vésicules sur la bactérie. Ici, vous voyez, le contenu est versé tout autour. Et du coup, la bactérie va être digérée, c'est-à-dire elle va être découpée en petits morceaux. Les petits points indiquent que ce sont des enzymes. Donc cette réaction, qui est très rapide, puisqu'elle dure à peine 1 heure, alors ça peut vous sembler long 1 heure, mais pour une cellule c'est assez rapide, et bien cette réaction, elle va permettre de détruire les micro-organismes. Les phagocytes, ce sont donc des cellules de combat extrêmement efficaces qui sont capables de tout digérer, quel que soit le micro-organisme. Elles vont l'englober, elles vont déverser leurs enzymes dessus pour le découper en petits morceaux. Ensuite, elles rejetteront les déchets dans leur environnement, mais ils seront devenus inoffensifs puisqu'ils auront été découpés en petits morceaux. Donc après, ils ne peuvent plus rien faire. Ils sont complètement devenus anodins pour le corps. Donc je vais rajouter ça dans mon schéma explicatif. Donc ici, qui intervient les phagocytes? Comment? Ils se dirigent sur le lieu de l'infection, ils sortent du sang, ça c'est grâce aux chimiokines qui ont été libérées par les cellules sentinelles. Ils font la phagocytose, c'est-à-dire qu'ils vont étirer leur membrane pour englober le micro-organisme et ensuite ils vont déverser leurs enzymes pour détruire le micro-organisme. Donc là, normalement, en un coup d'œil, quand on regarde notre schéma explicatif, on a compris comment fonctionnait notre première réaction de défense de notre corps, c'est-à-dire l'inflammation. On a donc compris que cette inflammation, elle avait lieu rapidement sur le lieu même de l'infection, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les micro-organismes, qu'en tout premier intervenaient les cellules sentinelles en libérant, donc en reconnaissant les micro-organismes tout d'abord, puis ensuite en libérant des substances pour que les vaisseaux sanguins s'élargissent, pour attirer les phagocytes et pour libérer, et elle libérait aussi des substances toxiques pour détruire par exemple les virus. En deuxième, interviennent donc nos phagocytes. Ces phagocytes, ils vont réaliser la phagocytose, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent sur le lieu d'infection, ils vont englober les micro-organismes, leur déverser leurs enzymes et les détruire. Donc là, en un coup d'œil, on a réussi à faire un schéma explicatif réussi et compréhensible. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir s'auto-évaluer. Pour savoir si on a réussi ou pas notre mission, c'est-à-dire la réalisation d'un schéma explicatif de l'inflammation, eh bien, je lis les indicateurs de réussite. J'ai construit un schéma clair. Ce que j'entends par clair, c'est qu'il est constitué de phrases courtes. Dans un schéma, il n'y a pas de grains de phrases. Ce n'est pas possible, parce qu'un schéma, il doit être succinct, on doit en un coup d'œil le comprendre. Il doit être exact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut que tout ce qui est indiqué dans notre schéma, ça soit la stricte vérité. Il est pertinent, mon schéma, c'est-à-dire qu'il va résumer les informations essentielles qui étaient contenues dans les documents du livre. C'est des éléments qui vont nous permettre de comprendre les mécanismes de la réaction de défense. Si
tous ces critères sont réussis, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir m'évaluer et cocher le petit curseur qui sourit. On va mettre le curseur vers la droite. Cocher le petit bonhomme qui sourit, mettre le curseur vers la droite. Si jamais j'ai éprouvé des difficultés, je peux cocher le petit bonhomme du milieu. Et si vraiment je n'ai pas réussi à faire cette activité, dans ce cas-là, je mets le petit bonhomme rouge. Et je vous conseille bien évidemment d'essayer de la refaire pour vous améliorer et surtout pour progresser. Une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir noter la leçon dans le cahier. Donc cette leçon, elle va bien sûr sous grand D. Donc je retourne dans cours 3e, thème 3, parcours 1. Grand D, les défenses immunitaires rapides. Lors de l'infection, des cellules particulières interviennent dans les réactions immunitaires. Les réactions immunitaires, ça veut dire les réactions pour lutter contre les micro-organismes. Ces cellules immunitaires, elles portent un nom, ce sont les leucocytes. Donc ici, il y a des petites animations. Si vous voulez retrouver les organes du système immunitaire, les cellules du système immunitaire, vous pouvez cliquer. Mais moi, je poursuis la leçon. Les phagocytes neutralisent et détruisent tous les micro-organismes sans distinction. C'est ce qu'on appelle cette réaction la phagocytose. C'est une réaction de défense locale, c'est-à-dire qui a lieu, qui se déroule sur le lieu même de l'infection, et immédiate, ça veut dire que c'est une réaction qui est très rapide. Dès que vous êtes blessé, par exemple, et que vous avez une plaie, au bout de quelques minutes seulement, au niveau de cette plaie, vous allez avoir vos cellules de défense, les phagocytes, qui sont là pour vous protéger. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué, j'espère que vous avez bien tout compris. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote et à revoir cette vidéo. Je vous dis à bientôt mes élèves de 3e. Au revoir.